Donc on a prévu 1 heure en tout pour cet apport théorique sur l'intelligence émotionnelle. La première chose à laquelle je pense, qui me paraît vraiment importante, c'est la responsabilité émotionnelle. Alors vous le savez, la plupart des choses que je vais dire, vous le savez. Encore une fois, c'est juste une question d'expérimentation, d'expérience, plus que de savoir, mais je le dis parce que c'est quand même un aspect important de notre être. Et la responsabilité émotionnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui m'arrive dans mon quotidien, c'est quelque chose qui est de ma responsabilité. Chaque fois que je ressens une émotion dans mon corps, c'est ma responsabilité. S'il y a une personne qui me stimule, qui m'active à l'extérieur, c'est ma responsabilité. Alors, c'est pas simple. Évidemment, c'est une notion qui est plus spirituelle que psychologique, mais c'est vérifié, quoi. C'est un peu comme la physique quantique. On le vérifie, on peut pas le prouver, mais c'est vérifié. On a cette responsabilité et on attire des événements, des situations qui nous permettent de prendre conscience de ça. Ça peut être douloureux, évidemment, et c'est là que c'est difficile, et c'est là que c'est important de ne pas dire à la personne « t'es responsable de tes émotions », mais il n'empêche que si on prend la responsabilité de nos émotions, eh ben, on peut en sortir. C'est aussi la clé pour en sortir, sortir d'un trauma, c'est de prendre la responsabilité de l'émotion. Même les gens qui ont vécu des expériences très douloureuses, où on pourrait dire jamais, c'est pas possible, dès qu'elles ont pris la responsabilité de leur expérience, elles ont pu sortir de l'expérience, que ce soit des viols ou des choses aussi graves. Donc la responsabilité de l'émotion, pour moi, c'est vraiment la clé. C'est aussi une des clés les plus difficiles à intégrer dans son quotidien. Parce que quand on est dedans, c'est comme l'histoire de la peine de mort. On peut pas dire à une mère que son fils va subir la peine de mort et d'être pour la peine de mort. Évidemment, une mère par rapport à son fils, elle va pouvoir vouloir protéger son fils. Eh ben, on a tendance à vouloir se protéger et dire c'est de la faute de l'autre. Pour moi, c'est la clé. Et après, c'est une question d'application de ça, capacité à appliquer et à prendre sur soi sans se culpabiliser. Alors, j'arrive à la deuxième notion qui me paraît vraiment importante, c'est la culpabilité. Mon expérience me montre que la culpabilité, c'est quelque chose qui est partagé. Comme dans les concepts, on parle de paradigme, c'est-à-dire un concept partagé par tout le monde. La culpabilité, c'est vraiment quelque chose qui est partagé par nous tous. On a tous un sentiment plus ou moins fort de culpabilité, qui fait qu'on ne s'autorise pas à vivre qui on est, à vivre notre lumière, à vivre notre puissance, à vivre, on peut l'appeler de plein de façons différentes. C'est cette culpabilité qu'on a. C'est une émotion qui est complexe, qu'on peut pas aborder directement comme la peur, comme la colère ou la tristesse, mais c'est une émotion qui est généralisée et qu'on ne remarque pas forcément parce qu'on a tous ce sentiment de culpabilité. Plus ou moins fort, évidemment, tout ce que je dis, c'est très relatif. Et ça, c'est la deuxième notion. Donc, travailler sur sa culpabilité et voir comment libérer sa culpabilité, ça va être un accélérateur de croissance, un accélérateur de conscience de qui on est. Et ce qu'on est, évidemment, on le voit, nous, à travers tous nos conditionnements, comme vous le savez. On se voit dans une taille réduite. On se voit beaucoup plus petit qu'on est. Par exemple, on ne voit que notre corps, alors qu'on est bien plus que notre corps, physiquement. Nos sens nous trompent. Et ben, c'est pareil au niveau affectif. Par exemple, souvent, il y a des personnes où on fait des exercices. On a fait quelques exercices. Je prends un exercice qu'on faisait dans les trainings où on est sorti à l'extérieur et on faisait des pratiques avec le public, avec les gens dans les magasins, etc. Et il y avait une DRH qui a fait une pratique et puis on revient, on fait un débriefing.
Et j'avais vu qu'elle était vraiment en difficulté et que c'était pas évident pour elle. Et elle a dit, ouais, moi c'était ok, tout s'est bien passé pour moi. Pourquoi elle a fait ça? Parce qu'elle peut pas voir ce qui s'est passé. Parce qu'elle peut pas voir, c'est trop douloureux de voir ce qui s'est passé. Donc il y a des protecteurs qui viennent, qui l'empêchent de voir émotionnellement ce qu'elle vit. Et donc si elle peut pas voir ce qu'elle vit, eh ben, elle peut pas le libérer. D'où la notion de responsabilité. Mais pour être responsable de ses émotions, la première étape, c'est quoi? C'est la conscience. La conscience. C'est la conscience, la première étape. Comme je disais hier, la première étape, c'est j'identifie mon émotion. Quand j'ai identifié l'émotion, j'ai fait 50% du travail. Parce que la plupart du temps, on voit pas les émotions qui nous traversent. Et ça, c'est intéressant. Hein. C'est comme la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est exactement la même chose dans les émotions. C'est que le plus gros de notre travail, c'est ce qui est hors de notre conscience. Et cette conscience, elle est infinie. Elle est illimitée. Ça veut dire que nous sommes illimités. Chacun de nous. Et qu'on ne voit qu'une toute petite partie de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que l'histoire nous a conditionnés pour des raisons politiques, de pouvoir, etc., de notre histoire, qui fait que on n'ose plus être soi-même. On voit tous les prophètes, tous les grands sages qui ont évolué dans l'histoire de l'humanité. La plupart d'entre eux ont été crucifiés, ont été tués, parce que ça dérangeait le pouvoir. Et il n'y a rien à avoir contre le pouvoir, le système il est comme il est, mais il y a juste à être conscient que le pouvoir agit malgré tout sur nous et sur cette facilité qu'on peut avoir à être conscient de qui on est. Et moi je passe par la voie de l'émotion, mais on peut passer par la voie du corps, on peut passer par la voie du mental, tout est possible. Mais en tout cas, moi ce que j'ai remarqué, c'est que si on veut être sûr de se transformer, d'évoluer, c'est de travailler sur les 3 axes, les 3 énergies, qui sont toutes des énergies de toute façon, hein, le mental, l'émotionnel et le corporel, ou le sensoriel. Et quand on a les 3 axes, on est à peu près sûr, on n'est jamais sûr à 100% évidemment, mais on est beaucoup plus sûr que si on travaille sur un seul axe. Si je travaille que sur mes émotions, ce que j'ai fait pendant des années au début, ça suffisait pas. Il a fallu que je réintègre le mental et la force du mental que le mental peut nous apporter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, jamais je dis il faut s'éloigner du mental, il faut laisser le mental de côté. Non, le mental est là, on fait avec. Ce qui est dangereux, c'est pas le mental, c'est l'inconscience du mental. C'est l'utilisation que fait le mental de subir le mental. Mais ça, c'est vrai pour l'émotion aussi. Ce qui est dangereux, c'est de subir l'émotion. C'est pas l'émotion. L'émotion, elle a jamais été dangereuse. Et le corps, c'est pareil. Qu'est-ce qui est dangereux? C'est pas la douleur qu'on ressent dans le corps. Au contraire. C'est pour ça que pour moi, la maladie, ça n'existe pas au sens où on l'entend dans notre culture. Parce que c'est un signal d'alarme. Donc, ce qui est important pour moi, c'est on revient à la conscience. La conscience, c'est vraiment central. Et on ne peut pas savoir ce qu'est la conscience. Pourquoi on ne peut pas savoir? Parce qu'on n'est pas illimité dans nos conditionnements. Parce qu'on pense à travers, on réfléchit à travers la pensée. Et la pensée, c'est l'instrument qui est le moins adapté pour intégrer cette conscience que nous sommes. Est-ce que tu peux juste répéter tes 3 dernières phrases parce que je ne les ai pas intégrées? Ce que j'essaye de dire, c'est que nous voyons la vie à travers nos pensées. En général, bien sûr. Okay. Et donc, nos pensées sont forcément un filtre sur cette réalité. La réalité est 1 million de fois plus complexe que ce que nous voyons avec la pensée. C'est pour ça que dans des états de conscience élargie, on arrive à percevoir des choses qu'on maîtrise pas forcément parce qu'on n'a pas l'habitude, mais on arrive à percevoir des choses qu'on ne peut pas percevoir avec un état normal, entre guillemets. Mais ces états-là sont ce que nous sommes aussi. Grâce à
des moyens qui sont plus ou moins légaux, plus ou moins acceptés, plus ou moins... Et donc l'idée de l'intelligence émotionnelle, c'est de dire, voilà, nos émotions sont intelligentes. Nos pensées sont intelligentes. J'ai beaucoup travaillé aussi sur la pensée dans mes études d'ingénieur parce que je me suis rendu compte que on avait une pensée cartésienne. Alors je sors un petit peu du sujet de l'émotion parce que ce qui est important, c'est de comprendre vraiment l'ensemble du système. Et on a une pensée cartésienne. Ça veut dire, pour simplifier, il y a à peu près une dizaine de principes. En général, on utilise 2-3 principes quand on parle de systémique. Mais un des principes, c'est le fameux et ou. Et on dit, tu es soit ça, soit ça. Mais en fait, on est les deux. Et la pensée cartésienne ne conçoit pas, n'imagine pas possible qu'on puisse être et en même temps en colère, et en même temps dans le plaisir. Ou et en même temps avoir peur, et en même temps avoir du désir. Alors qu'en pensée systémique, quand on change notre manière de penser, et qu'on pense de manière globale et systémique, alors on peut accueillir plus facilement les paradoxes, les contradictions. Et l'intelligence émotionnelle, c'est une intelligence qui intègre les paradoxes. Ça n'est que des paradoxes. C'est pour ça qu'on a tellement de mal à comprendre notre intelligence émotionnelle, parce qu'on veut la comprendre avec la tête, avec le mental. Alors que c'est quelque chose qui s'expérimente, qui se vit, qui se sent. On a une approche, c'est ce que j'ai fait aussi pendant des années, c'est de comprendre, parce que étant ingénieur, je suis sorti de là, et j'ai essayé de comprendre les émotions. Et j'y arrivais pas, c'était compliqué, parce que avec le mental, je pouvais pas y arriver. Et il m'a fallu des années pour petit à petit sentir le truc et voir cette intelligence qui est intrinsèque en elle-même. Elle n'a pas besoin du mental pour exprimer son intelligence. Elle est autonome par rapport à la pensée. Et donc c'est cette interaction entre la pensée et l'émotion, ces deux intelligences qui vont faire que notre intelligence s'élargit ou s'autorise à s'élargir. Parce que sinon, on reste enfermé dans l'intelligence cognitive. Et pour moi, aujourd'hui, on a été très loin dans l'intelligence cognitive, mais on n'a pas été très loin dans la conscience de la pensée. Et on rejette la pensée encore, alors que c'est une erreur, pour moi. La pensée n'est pas quelque chose de négatif, comme l'émotion n'est jamais négative, quelle qu'elle soit. Elle est désagréable parce qu'elle vient nous avertir de choses importantes. Et parce que si elle n'était pas désagréable, on ne réagirait pas, on ne répondrait pas, on ne ferait pas attention. C'est comme la douleur, c'est pareil. C'est global, c'est systémique. Et quand on a mal au genou, c'est pas parce qu'on est malade, ou c'est pas si on a mal à l'estomac, c'est pas parce qu'on est malade. Ça n'a rien à voir avec la maladie. C'est à voir simplement parce que le corps s'exprime. Il a un langage. Et le corps, quand il va nous envoyer une petite douleur légère, et qu'on l'entend pas, cette douleur elle va s'amplifier jusqu'à la maladie, jusqu'à l'accident, jusqu'à la mort. Et l'émotion c'est pareil. Par exemple, si je nie ma peur, et ça c'est plus vrai pour les hommes que pour les femmes, mais les femmes c'est plus la colère en général. Si je nie ma peur et je dis moi je suis un homme, j'ai pas peur, qu'est-ce qui se passe ? Cette peur, elle s'amplifie. Ça fait boule de neige. Et du coup, ça grossit, ça devient de la panique. Et c'est vraiment dans les prises de parole, quand j'ai commencé à travailler dans mon activité en informatique, j'ai travaillé sur des projets et on m'a demandé de présenter mes projets. Et là, j'étais devant 300 personnes, paralysé, quoi. Impossible. Bon, j'ai parlé, évidemment, mais j'étais très mal à l'intérieur de moi. Et là, j'ai pris conscience que c'était pas juste une question de savoir, c'était une question aussi de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mes tripes, quoi. Et qui avait une autre forme d'intelligence. Et c'est Goleman qui, à travers son ouvrage, qui m'a vraiment interpellé. C'était au moment, quelques années après avoir fait ma formation de coaching, je me suis dit, mais ok, j'avais cette approche ingénieur en même temps, j'avais un esprit critique sur ce que je faisais. Et je me disais, mais c'est le coaching, c'est quoi? Et qu'est-ce qu'on cherche à travers le coaching? Qu'est-ce qu'on cherche à travers la thérapie? Qu'est-ce qu'on cherche à travers tout ça? Qu'est-ce qui est commun à tout ça? Il y a un chercheur qui a inventé le focusing qui m'a vraiment éveillé, qui m'a fait comprendre qu'en fait, ce qui était commun à toutes les formes de transformation, de développement, c'était l'émotion.
Et c'est vrai que, bien sûr, on peut travailler à partir des sensations, hein, ça existe. Hein, par exemple, Tipeee, c'est une méthode très, très sensorielle. Mais on va passer quand même par l'émotion, à un moment ou à un autre. Donc, dans toutes ces approches, il y a toujours l'émotion qui est importante. Et donc, c'est une entrée. C'est pas tout, mais c'est une entrée. C'est une entrée vers sa conscience. Voilà, ce que je peux dire aussi, pour revenir un peu plus terre à terre, c'est la notion de stock. J'aime bien partager sur ça parce que ça, c'est simple et c'est une notion systémique en même temps. On peut imaginer une boîte. Voilà, nous sommes dans une boîte et il y a des entrées et des sorties. Dans les entrées, il y a toutes les émotions qu'on vit, les déclencheurs d'émotions. Et dans les sorties, c'est toutes les libérations d'émotions. Et on arrive sur Terre, on n'arrive pas vide, évidemment. On arrive avec un héritage émotionnel, qui est nos gènes. Hein. Dans nos gènes, on a aussi nos émotions. Et avec toutes les croyances associées, tout ça. Et donc, on arrive avec un stock sur Terre. Et ce stock, selon comment on va appréhender nos émotions, il va grossir ou il va se réduire, ou il va stagner. Ça dépend des flux. Il y a des flux d'entrée émotionnels et il y a des sorties de flux émotionnels. Si le flux d'entrée est plus fort que le flux de sortie, je vais augmenter mon stock émotionnel. À l'inverse, si j'exprime plus mes émotions que je ne vis des émotions de façon inconsciente, alors mon stock va diminuer. J'aurai jamais un stock à 0, j'aurai jamais un stock à 100%, parce que c'est la mort. Mais entre les deux, c'est le confort de vie que je m'autorise. Et plus je diminue ce stock d'émotions, et plus je suis dans un confort de vie, plus je suis moi-même, plus je suis spontané, plus je suis puissant, plus je m'autorise aussi ça. Moi, il m'a fallu des années pour accepter d'être puissant. C'est interdit. C'est très dans notre culture. L'impression on se prend pour qui? Mais on est puissant. On est tous puissants. Mais on est tous puissants, mais on le reconnaît pas. On se réduit par culpabilité. Donc, vous voyez que ça vient toucher des notions qui sortent largement de l'émotion au sens strict, mais on peut pas les séparer. C'est un système global. On peut pas comprendre l'humain si on n'a pas compris sa globalité. Si on reste enfermé dans... Moi, je me souviens, j'étais associé à la Société française de coaching, et puis je discutais avec le nouveau président, et il me disait, sur les émotions, il me disait, ouais, les émotions c'est bien, mais pas trop. Pas trop, ça veut dire quoi? Elles sont là, ça fait partie de nous. Quand j'étais en entreprise en tant qu'ingénieur, j'avais ma chef de département qui disait, ah oui, mais sans état d'âme. Et c'est pareil, comment être sans état d'âme, quoi? Et c'est ça le piège dans les entreprises aujourd'hui, c'est que on n'a plus d'état d'âme. On se déconnecte de notre âme. Et c'est pour ça que j'ai quitté l'entreprise au bout de 10 ans, j'en avais marre. Ça correspondait plus à ce que j'étais, à ce que je sentais. Donc pour moi, l'intelligence émotionnelle, c'est pas juste des mots, c'est vraiment une réalité qu'il y a derrière. Ça véhicule une réalité qui est complexe. Ça vient enrichir notre complexité. Et j'avais présenté à une association systémique mon premier bouquin, et le gars il me disait, ouais, mais pourquoi vous cherchez à créer une nouvelle forme d'intelligence? On a une intelligence, point. Mais c'est important de bien différencier et après réunir. Hein. Ce qu'on disait ce matin sur le 2 en 1, c'est tous les courants mystiques, on revient toujours à ce principe qui est de réunir la dualité en unité, ou de réunir la multiplicité en unité. Parce que nous sommes un. Qu'est-ce qui fait qu'on est tous réunis ici? Nous sommes un. Qu'est-ce qui fait qu'on peut vraiment s'exprimer sans se juger? C'est parce que nous sommes un. C'est tout ce principe d'unification qui fait la richesse, notre richesse et notre liberté. Et nous réunir les deux intelligences, s'il n'y en avait que deux, émotionnelle et cognitive, c'est déjà énorme. Et pas les mettre en contradiction.
Dans les courants spirituels, souvent, je vois des grands penseurs ou des grands explorateurs spirituels qui rejettent encore la pensée. Et moi, je sais pas, c'est pas ce que je vis en tout cas. Moi, ce que j'ai appris, c'est vraiment d'intégrer au sens de faire devenir un la pensée et l'émotion, que tout ça circule ensemble. Le danger, je répète, c'est pas la pensée, c'est de subir la pensée. L'émotion mentale et le corps. Et le corps, bien sûr. Hein, comme je disais tout à l'heure, c'est les trois, on peut pas séparer les trois. Et les trois, il y a évidemment, depuis quelque temps, je suis en train d'intégrer de plus en plus l'inspiration. Parce que l'inspiration, c'est la résultante de ces trois énergies. Quand je libère ces trois énergies, la pensée, l'émotion et le corps, et les sensations, et ben du coup, j'accède à quoi? J'accède à ce que je suis. J'accède à qui je suis. Ce matin, on parlait des séminaires qui suis-je, ben, c'est exactement ça. On accède petit à petit, à travers cette exploration par l'intelligence émotionnelle des émotions. Une fois qu'on a exploré en séminaire intensif, c'est-à-dire en commençant très tôt le matin et très tard le soir, au bout de quelques jours, on arrive à se connecter à qui on est, vraiment. Et ça, c'est une réalité, on peut pas le prouver. Pourquoi on peut pas le prouver? Parce que la preuve, c'est un phénomène cognitif, mental. C'est l'ancienne science. La nouvelle science n'est plus basée sur le mental. Les nouvelles sciences comme la physique quantique, qui a déclenché ce courant de nouveaux scientifiques, bah, on se base plus sur le mental exclusivement. On a des principes qui sont différents. Mais il y a comme une guerre entre guillemets, c'est un grand mot, mais entre les anciens scientifiques et les nouveaux scientifiques, qui disent bah oui, mais on peut pas dire que c'est pas scientifique, et les autres ils disent si, c'est scientifique si on peut le prouver. Mais non. La preuve, la physique quantique, on ne peut pas la prouver. Pourtant, ça existe. Alors, je suis pas un expert de physique quantique, mais ce que je peux dire, c'est que la partie la plus importante de la physique quantique ne peut pas se prouver. On peut approcher avec le mental, on peut évidemment approcher, c'est comme on peut, en thérapie, on peut aborder par l'analyse les problématiques, mais on va mettre beaucoup plus de temps à prouver mentalement, cognitivement quelque chose, alors qu'on peut aller directement à la réalité, comme la réalité émotionnelle par exemple. Quand on fait un travail émotionnel et qu'on va interroger cette intelligence, on va aller beaucoup plus vite que si on interroge le mental, parce qu'en essayant de comprendre, comme on disait hier, on va perdre du temps, hein, ça ne peut que nous ralentir. Ben c'est pareil, tu vois, bien sûr on peut, mais on va y arriver un jour ou l'autre, mais pourquoi attendre alors qu'on a d'autres instruments, d'autres formes d'intelligence qui nous permettent d'accéder à des réalités, à notre réalité. Et c'est ça la question aujourd'hui, c'est que est-ce qu'on veut continuer à ce rythme? Mais le problème, c'est que le monde avance 10 fois plus vite aujourd'hui. Et on n'a plus le temps. On voit ces phénomènes de pouvoir qu'il y a sur Terre. Et là, si on n'avance pas, on va tous être envahis par cette vague. Donc il y a vraiment une urgence à prendre conscience de qui on est et à avancer au rythme de toutes nos intelligences, et pas seulement du mental. Et on le voit maintenant de plus en plus que dans nos tripes, on a un cerveau. Hein. On a, je crois, 10 millions de cellules nerveuses. Donc on a vraiment un fonctionnement, et cet estomac, il est autonome. Il donne des instructions au cerveau. Donc on voit bien qu'il n'y a pas un organe qui est supérieur. C'est les intestins, pardon. Et donc, voilà, dans le cœur, c'est pareil, on est en train de découvrir des choses. Il y a une réalité complexe qui est en train d'émerger petit à petit. Alors, on ne peut pas tout connaître. Effectivement, on ne peut pas tout connaître, c'est pas possible. Mais par contre, on peut avoir une manière d'appréhender la réalité qui nous permet d'aller beaucoup plus vite à cette réalité qui est là, de toute façon. Elle est là. Nous sommes cette réalité. Nous sommes cette conscience. Qu'on le veuille ou pas, qu'on le voit ou pas, on l'est. Donc il n'y a rien à chercher au sens mental du terme. Il y a juste à observer ce qui se passe et qui on est.
juste à observer. Et ça, c'est 10 fois plus rapide. Voilà, après, peut-être quelques mots sur l'analyse l'analyse transactionnelle qui est intéressante aussi d'un point de vue du processus où on arrive à l'autonomie, justement. On parle d'autonomie souvent. Et l'autonomie, on a beaucoup réfléchi en théorie des systèmes à l'autonomie et ce que c'est qu'un système autonome. Et en fait, on s'est rendu compte que l'homme n'est pas autonome. C'est-à-dire qu'il ne va pas se suffire à lui-même pour évoluer et arriver à qui il est. Il a besoin de l'extérieur. Et donc, en analyse transactionnelle, on a un truc qui est très bien, que vous connaissez probablement, c'est la dépendance, la contre-dépendance, l'indépendance et l'autonomie. Qui connaît ça? Tu connais? Alors, je vais revenir dessus. Voilà. Et donc, la première étape, c'est la dépendance. C'est vrai qu'un enfant, il est dépendant. Et c'est ça qui fait sa vulnérabilité, c'est qu'il est dépendant de ses parents. Et ses parents, ça représente le monde. Et donc, tout ce qui va se passer avec ses parents, ça va être quelque chose de marquant pour lui dans son histoire. Depuis la naissance, même depuis la conception, jusqu'à l'âge de 3 à 6 ans, selon les chercheurs. Et donc, il y a une étape qui est importante, c'est la dépendance. Et en fait, si quelque part, quand on travaille en intelligence émotionnelle, on va essayer de revivre cette dépendance pour la libérer. Parce que dans cette phase de dépendance, il y a eu des traumatismes qui ont eu lieu et qu'on va aller chercher pour libérer. Quand on fait un travail, que ce soit en individuel ou en groupe, on va aller chercher l'émotion. On va interroger cette intelligence émotionnelle et on va lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Et du coup, ça va remonter. Des images vont remonter. Vous savez que l'image, c'est le langage des émotions. Le concept, c'est le langage du mental, et puis les sensations, c'est le langage du corps. Et l'image, elle est très importante. Aujourd'hui, on voit bien dans le marketing, dans l'actualité, l'image, c'est très puissant. Pourquoi? Parce que c'est le cerveau limbique qui décide en dernier ressort. C'est pas le rationnel, c'est le limbique. Donc, c'est le cerveau émotionnel qui est très important. Et ce que je reproche au marketing, tout ça, c'est d'utiliser ça comme une manipulation. Et plus on développe notre intelligence émotionnelle, et moins on a besoin de manipuler l'autre pour obtenir ce qu'on veut. Parce qu'on sait qu'on se suffit à soi-même, qu'on n'a pas besoin des autres. Et on peut s'appuyer sur les autres. Alors donc le premier stade, c'est on est dépendant. Deuxième stade, on réagit, c'est l'adolescent. On réagit aux parents. Et c'est complètement naturel. Au contraire, et c'est important que l'adolescent puisse se confronter à son père. Sauf que, dans notre éducation, beaucoup d'adolescents n'ont pas eu l'occasion de se confronter à leurs parents. Et donc sont restés adolescents, affectivement parlant. Et quand on est un rebelle, il y a quelque chose de ça. Je ne parle pas des personnes qui sont conscientes, plus conscientes que la majorité des gens. Je parle des gens qui sont en réaction, en rébellion systématique. Ça veut dire qu'elles ont besoin de réagir et de s'affirmer dans leur rébellion. Et que le parent soit suffisamment aimant pour permettre à l'adolescent d'avoir raison par rapport à lui. Et ça, c'est pas évident à faire. Ça, c'est le deuxième stade. Et le troisième stade, c'est l'indépendant. Là, il a traversé ce stade de rébellion, et il est satisfait, et il va se dire ok, moi je fais tout par moi-même maintenant. Je vais me débrouiller tout seul. C'est ce que j'ai fait pendant toute ma vie. Parce que, voilà, pour des raisons familiales, je ne vais pas aller dans le détail. Et donc, je me suis toujours débrouillé par moi-même. J'ai toujours essayé de faire les choses par moi-même, ce qui m'a servi aussi. J'ai appris ça. C'est très utile. Mais c'est pas le stade encore d'autonomie. Pourquoi? Parce que dans le stade d'autonomie, ok, je sais faire les choses par moi-même, mais maintenant, je sais aussi m'appuyer sur les ressources que j'ai autour de moi. Et les ressources que j'ai autour de moi, elles font partie de moi. Vous voyez le lien qu'on fait maintenant entre la séparation de la personnalité et de l'individualité. L'individualité, c'est ce que je suis dans ma globalité. La personnalité, c'est le masque que je porte parce que
j'ai été traumatisé. La personnalité, c'est la persistance des traumas de ma vie et de mon héritage. Persona, ça veut dire masque. Et cette personnalité, elle peut être plus ou moins fluide. On part d'une personnalité qui est hyper rigide à une personnalité qui est hyper fluide. Et l'idée, c'est pas d'être dans la fluidité totale, c'est d'être au milieu, dans cette harmonie. D'avoir aussi savoir où on veut aller, c'est important, et y aller, être déterminé. Mais sans rigidité et sans se laisser influencer par tout le monde. Et le secret, pour moi, il est dans l'équilibre entre les deux. Il n'est jamais dans un extrême. Il est dans cette capacité à circuler entre ces extrêmes. Et par rapport à l'émotion, c'est exactement l'attitude à avoir. C'est-à-dire que quand il y a une émotion qui arrive, j'accueille. Ni je la rejette, je me coupe d'elle, ce qu'on fait souvent, ni je la subis, et elle vient m'envahir, et c'est elle qui décide pour moi. D'ailleurs, les deux se rejoignent, hein. Parce que quand je rejette complètement mon émotion, je vais la subir un jour. Elle va revenir en force. Et donc l'idée, c'est de dialoguer avec l'émotion. C'est pas de se positionner au-dessus de l'émotion et de considérer l'émotion comme un objet. Quand on parle de gestion des émotions, c'est encore un travers du mental qui croit pouvoir gérer les émotions. Mais c'est antinomique. C'est impossible de gérer. Par définition, une émotion, c'est quelque chose qui jaillit d'une contradiction entre l'environnement et notre histoire. Dès qu'on change, on est obligé d'avoir des émotions. Sinon, on ne change pas. Donc, l'émotion, c'est très naturel. Et donc, l'idée, c'est d'accueillir, de vivre cette émotion chaque fois qu'elle arrive, de se laisser surprendre par l'émotion. Et du coup, on arrive à se trouver. Et tous les préjugés tombent. Tous les carcans tombent. Tous les freins, tous les blocages, toutes les limites qu'on se met tombent. On s'abandonne. Et l'idée dans l'autonomie, pour parler du dernier stade, c'est cette capacité qu'on a tous à nous abandonner à l'autre, dans la confiance, ou au monde, de façon générale. En construisant un environnement qui est propice à cet abandon, évidemment. Voilà, je vais m'arrêter là sur les apports. Je vous laisse un temps pour poser des questions, si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit. Juste une petite question par rapport au stock. Tu as dit tout ce qui entre et ce qui sort, c'est quoi? C'est son dérivé? C'est l'expression. Chaque fois que tu exprimes tes émotions, ça libère, ça déstocke. Et on arrive avec un certain regard, un certain stock déjà sur Terre du fait de nos lignées, c'est ça, et nos croyances? C'est ça. Et c'est juste de dire « et nos croyances » parce que c'est lié à nos croyances aussi. Mais pas que. Il y en a qui disent que l'émotion ne vient que du mental, mais c'est pas vrai. L'émotion vient des tripes aussi. Donc tout ça circule dans les deux sens. Et le flux entrant, c'est quoi là? Le flux entrant, c'est les expériences traumatiques et les expériences de blessures qui n'ont pas été libérées. Heureusement qu'il n'y a pas que les traumas quand même. Heureusement. Et en même temps, ça nous sert, ces traumas, ça nous permet d'avancer. Moi, j'ai avancé avec mon indépendance, ça m'a permis de faire plein de choses. Donc le secret, il est là aussi, c'est qu'il n'y a rien de négatif. Ouais, c'est ça. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y a rien de négatif en soi. Ça n'existe pas, le négatif. C'est juste un regard qu'on a sur les expériences, sur la vie. Alors, j'ai une chaîne qui s'appelle Le Réveil émotionnel, où j'aborde des thématiques, des émotions, des compétences émotionnelles. Donc, dans Le Réveil émotionnel, on en est à 40, 50, 60 interviews de 5 minutes. On fait des trucs très courts en général. Il y a quelques conférences qui ont été enregistrées d'1 heure, 1 heure et demie. Mais c'est des trucs de 5 minutes justement pour avoir une idée précise, synthétique sur un sujet. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, pour aller plus loin, sur YouTube. Ouais, c'est une chaîne YouTube.
Le réveil émotionnel, ça s'appelle. Et par rapport à l'indépendance, par exemple, tu peux aller directement à l'indépendance, le travail sur l'indépendance, ou tu es obligé de passer par les autres étapes, la première, la deuxième? Alors moi, ça me fait penser à ta question, elle est importante aussi. C'est vrai que ce passage aussi, ça me fait penser à ce qu'on appelle les 3 P. Les 3 P, c'est protection, permission, puissance. Alors c'est un instrument qui est intéressant dans la mesure où une personne, elle va traverser, se transformer si elle a suffisamment de permission, si elle est protégée aussi. Parce que moi, par exemple, quand j'étais enfant, je me sentais pas protégé. Et donc c'était beaucoup plus difficile pour moi d'aborder un nouveau sujet, un nouveau domaine, d'explorer, d'aller de l'avant. Et en même temps, je sais pas comment, mais en même temps, il y a une curiosité qui était plus forte que moi, qui a fait que j'ai toujours exploré, Mais la théorie dit que ce qui est important, c'est d'avoir les deux, c'est de se sentir protégé et en même temps permis. Et si on a des parents qui nous protègent et en même temps qui nous permettent d'aller de l'avant, de prendre des risques, c'est un peu le rôle de la mère et du père, mais des fois c'est inversé. Si on a les deux, on trouve notre puissance. Et on la reconnaît, notre puissance. C'est Mandela qui disait qu'on avait plus peur de notre lumière que de notre ombre. Et moi je vérifie. C'est intégrer à l'intérieur de soi le parent normatif qui va donner un cadre, des règles, une structure à l'intérieur de nous et des protections justement, et puis d'intégrer le parent nourricier qui nous protège à l'intérieur de nous-mêmes. Une fois qu'on a dépassé ce stade, on devient adulte. C'est ça. Et nos parents, en fait, représentent ce qu'on a intégré, ce qu'on a introjecté. Terme technique, c'est introjection. C'est qu'est-ce que j'ai introjecté comme parent. Et en fait, c'est ce que j'ai introjecté, je vais le reproduire, consciemment ou inconsciemment. C'est pour ça que la conscience, c'est la clé de tout. Parce que c'est une conscience mentale, évidemment, c'est une conscience cognitive, c'est une conscience sensorielle. Et c'est bien au-delà, quand on parle du quantique, c'est bien au-delà de tout ça, quoi. Et la porte de la conscience quantique ou de la conscience universelle, elle passe par ces 3 couches, mentale, émotionnelle et corporelle. Dans les séminaires qu'on fait, quand on pousse les séminaires à fond, au début on reste dans le mental, les exercices que vous faites là quand vous êtes en binôme, on reste en haut dans le mental en général, sauf que vous avez pas mal d'expérience déjà, donc vous descendez très vite, et après on va sur l'émotionnel, et après on va dans le sensoriel, dans le corporel. Et quand on a suffisamment travaillé ces 3 niveaux, il y a une porte qui s'ouvre, qui nous donne accès à ce qu'on est vraiment. Et c'est une autre approche. On ne doit plus être dans la volonté de, mais on est au contraire dans le lâcher-prise. Et c'est par la clé du lâcher-prise qu'on arrive à être soi-même, à se connecter à ce qu'on est au sens de toutes les spiritualités, les mystiques nous expliquent. Tout à l'heure, tu parlais pour les 3 P que c'était l'autorisation parentale, dans le développement. Mais à l'âge adulte, on la trouve. Alors justement, c'est tout le travail effectivement de l'autonomie. C'est que, je ne sais pas si c'est l'autonomie ou l'indépendance d'ailleurs, c'est cette capacité qu'on a à représenter ses parents bienveillants. C'est pour ça que les personnes qui n'ont pas eu de modèle parental ont du mal à substituer, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. On n'a pas conscience, on ne sait pas qu'on manque de parents protecteurs ou permetteurs. Et donc d'abord ça passe par la conscience de ça, et une fois qu'il y a une conscience de ça, ce qu'on fait dans tous les accompagnements en intelligence émotionnelle, c'est stimuler la présence ou la conscience, ce qu'est la personne, pour jouer le rôle du parent. Et c'est cette conscience dans l'amour inconditionnel qui va faire que l'enfant traumatisé à un âge X ou Y, c'est juste une question que je pose dans les accompagnements. Moi. Je pose la question, mais quel âge il a ? Quel âge elle a cette petite fille ? Quel âge il a ce petit garçon ?
Et la réponse émerge, on ne sait pas pourquoi, d'où ça vient, et 90% des cas, il s'est passé quelque chose à cet âge-là. Et donc on continue d'interroger, et on a la réponse. Donc là, on a fait le lien, et c'est le parent symbolique, si tu veux, qui va permettre ça. Et c'est le parent introjecté, celui que toi tu as, mais qui n'est pas de ton éducation forcément, puisque les parents, ils sont ce qu'ils sont. Hein. On ne peut pas leur reprocher ce qu'ils sont, ils ont vécu pareil avec leurs parents, etc. etc. Et il ne s'agit surtout pas de reprocher à nos parents d'être ce qu'ils étaient, mais d'incarner cet amour inconditionnel qui va permettre au traumatisme de se libérer. Donc c'est à nous de le faire. Ça peut être aussi par des amis ou des figures d'autorité bienveillantes ou des thérapeutes ou des coachs, mais c'est surtout nous. Tu voulais dire quelque chose? Quand tu as dit qu'en fait l'essentiel c'est la conscience des émotions. Et quelle pratique est-ce que tu peux conseiller pour être plus conscient de nos émotions quotidiennement? Ben, c'est la question, hein. C'est la question clé. Hein. Une des définitions de l'entendre du Sky, c'est la conscience. Hein. Une des approches après du néo-tantra, c'est vraiment cette conscience. Et donc tous ces exercices de tantra, ils sont là pour éveiller cette conscience. Ça en fait partie. Alors, je suis d'accord avec toi, et en même temps, il y a quelque chose qui, moi, m'a manqué dans ma formation en tantra, c'est la continuité dans le quotidien. Parce que quand on va faire un stage de tantra, c'est très bien, on avance effectivement, mais entre les deux stages, on fait quoi? Et puis on fait pas des stages toute sa vie en tantra. Donc qu'est-ce que je fais pour continuer d'évoluer dans mon quotidien, quoi que je fasse comme formation, comme training, comme ceci, etc. L'idée c'est, en tout cas moi ce qu'on fait avec Agnès, c'est des pratiques quotidiennes, c'est-à-dire on va aborder la vie quotidienne et on commence toujours par qu'est-ce que tu aimes chez moi, hein? Dans la formation que j'anime, on commence toujours par le désir, parce que notre énergie elle est là, et si on veut trouver l'énergie d'aller voir la peur, on commence par ce qu'on aime chez soi ou chez l'autre. Donc il y a plein d'approches qui valident ça aussi. Mais je peux te dire que nous, on le fait et c'est hyper aidant, quoi. C'est énorme. Donc, on commence par ça, et puis après, on va aller exprimer ce qui est douloureux et difficile pour nous. Donc, il y a 2 temps. Et on fait ça. C'est un entraînement, c'est une pratique. Et on ne prétend pas arriver au bout du chemin, on n'y arrivera jamais. Mais en tout cas, on est sur le chemin. Et c'est ça le plus important. On travaille individuel, pas en couple. Et quand on le fait en individuel, on peut le faire avec un ami, on peut le faire tout seul. Dans les exercices que je fais, dans les trainings, la personne est devant son miroir. Quand je le fais en accompagnement individuel, je le fais avec la personne. Voilà, c'est juste une pratique. Après, je le dis des fois à des personnes, mais ils ne le font pas derrière. La difficulté, effectivement, c'est de dire, ok, je m'astreins. C'est vraiment c'est là que la volonté, elle intervient. C'est, ok, je suis déterminé à faire ça dans la continuité, de ne pas m'arrêter. Parce qu'en fait, on ne peut pas s'arrêter. Dès qu'on s'arrête, on régresse. Puisque le monde avance, de toute façon. C'est comme une pratique sportive, ou le tai chi. La nourriture, on mange tous les jours. La nourriture émotionnelle, c'est aussi important. Se faire un hug, c'est hyper important. C'est pas juste un luxe. Et ce qui n'exclut pas d'ailleurs les trainings, c'est aussi d'aller s'entraîner, parce que au bout d'un moment, quand on le fait tout seul avec soi-même, on rentre dans une habitude. Et là, c'est un point important aussi que je veux évoquer, c'est le danger de l'habitude. Dès que vous rentrez dans une habitude, quelle qu'elle soit, que ce soit même dans les meilleures techniques du monde, même en intelligence émotionnelle, dès qu'on est dans une habitude, on essaie de changer l'habitude. On remet en question, parce que sinon, c'est anti-conscience. Dès qu'on est dans des automatismes, on perd la conscience.
La conscience, c'est une vigilance. Et c'est pour ça que c'est important d'aller toujours voir des choses nouvelles. Moi, chaque fois, je me forme, j'explore chaque année des nouveaux trucs. Je suis resté dans le tantra pendant 6 ans, 7 ans, de façon intensive. Mais je suis aussi me détacher parce que ça devenait une habitude. Et ça, c'est très dangereux. Quelle que soit l'approche. C'est pour ça qu'il y a des approches différentes. C'est comme dans les arts martiaux. Il y a des arts martiaux qui sont très orientés sur les katas, sur les trucs comme ça, comme le karaté par exemple, que j'aime beaucoup par ailleurs. Et puis il y a des arts martiaux qui sont plus créatifs, comme le systéma. Et dans le systéma, il n'y a pas de dan, il n'y a pas de truc. On est constamment dans la créativité, constamment dans la présence, pendant le combat, avant, pendant, après. Et ça, c'est très riche, parce qu'il n'y a pas d'habitude. Il n'y a pas d'habitude. L'habitude, ça tue la créativité, ça tue la conscience. Tu vois, manger en conscience, c'est hyper important. Émotionner en conscience, c'est hyper important. Autant c'est important d'avoir une régularité dans ce qu'on fait, autant c'est important de changer cette régularité et faire des choses différentes. Sinon, on s'ennuie. Enfin, moi, j'ai une personnalité où je m'ennuie très vite, donc j'ai besoin toujours de me nourrir de choses différentes. Et c'est vrai plus ou moins pour tout le monde. Donc, c'est important de jamais s'enfermer dans une méthode, jamais s'enfermer dans une technique. Pourquoi j'aime l'intelligence émotionnelle? Parce que c'est pas une méthode. C'est comme le tantra, c'est un art de vivre. C'est une manière d'être. Et je me laisse jamais enfermer dans quelque chose, dans une habitude, quelle qu'elle soit. C'est pour ça qu'il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais, il n'y a pas une personne bonne, une personne mauvaise. Ça n'existe pas, quelqu'un qui est méchant. Ça n'existe pas. C'est juste quelqu'un qui a été traumatisé, c'est tout. Il a besoin d'écoute. Vous connaissez une personne méchante ici? Qui est méchant? Personne. Évidemment, il n'y a personne qui est méchant, à part Michel peut-être. Mais bon, voilà, l'idée, c'est vraiment de sortir de nos carcans, de sortir de nos préjugés, de sortir de cette habitude cognitive qu'on a de croire que nos pensées sont la réalité. Et dès qu'on reste vigilant sur ça, dès qu'on croit que nos pensées sont la réalité, dès qu'on croit que même nos émotions sont la réalité, dès qu'on croit que nos sensations sont la réalité, on passe à côté. C'est juste être conscient de ce qui nous traverse. Et ce que nous sommes dépasse largement ce que nous voyons de ce que nous sommes, ce que nous croyons être. Je vais finir là-dessus, sur ce que j'ai commencé finalement. Et l'idée, voilà, c'est de savoir que nous sommes cette conscience. Claire. Merci. Si tu aimes cette vidéo et que tu veux nous encourager à continuer, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne, à liker l'épisode et à laisser un commentaire pour nous donner ton avis. Tu peux aussi partager cette vidéo avec ton entourage si tu penses que ça peut les intéresser. Si tu as envie d'aller plus loin, Gilles propose des trainings et coachings en intelligence émotionnelle. Retrouve toutes les informations sur le site odysseemotion.com.